Alors aujourd'hui, dans cette deuxième partie consacrée au métabolisme et à l'effort, nous allons nous intéresser à l'évolution de paramètres physiologiques durant un effort. Alors, nous nous sommes intéressés la dernière fois aux différentes filières dans l'apport en ATP. Donc, au repos, vous êtes sur une filière aérobie. Et puis, on a vu que dans les premiers instants de l'effort, lorsque on a une augmentation du besoin, la compensation se fait par le stock d'ATP et de phosphocréatine. Ensuite, on voit en orange ici que c'est l'anaérobie lactique qui va permettre de compenser le besoin énergétique avec malgré tout une augmentation de la filière aérobie. Et puis à un moment, on va atteindre un plateau au niveau duquel la filière aérobie va permettre d'apporter l'ATP dont on a besoin. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont les paramètres cardiaques, les paramètres vasculaires et puis des paramètres respiratoires. Donc on va commencer par des paramètres cardiaques. Ici, qu'est-ce qui va nous intéresser? C'est de réfléchir au débit cardiaque. Le débit cardiaque, c'est VES multiplié par FC. VES, je vous rappelle que c'est le volume d'éjection systolique. Ce volume d'éjection systolique, il se calcule tout simplement par la différence entre deux volumes. Le volume en fin de diastole, qui est le volume télédiastolique, moins le volume en fin de systole, qui est le volume télésystolique. Et donc on obtient par différence le volume d'éjection systolique. On constate qu'à la fin d'une systole, je vous rappelle qu'il reste toujours du sang dans le cœur. Alors ce VES, eh bien, on voit qu'il a tendance à augmenter avec le niveau de puissance, même si sur des puissances plus importantes chez cet individu, on observe une baisse de la VES. Alors pourquoi c'est intéressant d'avoir une augmentation du volume d'éjection systolique? Vous constatez ici que pour un sédentaire par rapport à un sportif lambda et puis à un sportif de haut niveau, eh bien on va avoir une VES beaucoup plus importante pour une même consommation en dioxygène chez le sportif de haut niveau par rapport aux deux autres. Qu'est-ce qui distingue ces trois-là? Donc un certain nombre de choses, dont l'entraînement. Et donc si on a un volume d'éjection systolique qui augmente, eh bien ça va permettre d'avoir une fréquence cardiaque plus faible pour apporter une même quantité d'oxygène. Regardez ici, pour le sportif de haut niveau, on a cette fréquence cardiaque pour une consommation d'oxygène de 2 litres par minute. Pour le sportif lambda, ici, et pour le sédentaire, on se trouve à ce niveau-là. Donc on a bien une diminution par l'entraînement de la fréquence cardiaque à mobiliser pour une même consommation en oxygène. Alors, est-ce qu'on peut considérer que la fréquence cardiaque est un indicateur de puissance? Ici, on a une expérience réalisée par des étudiants au niveau de laquelle on peut observer que plus le niveau d'effort augmente, plus la fréquence cardiaque augmente. Donc on va pouvoir considérer qu'effectivement la fréquence cardiaque nous permettra de suivre la puissance développée. Et donc ce que l'on fait, c'est que l'on calcule, on mesure la fréquence cardiaque de repos du sportif. Donc cette mesure, en fait, le sportif doit faire une mesure juste au réveil, en fait. Donc il va faire ça plusieurs jours, et puis on va obtenir au final une fréquence cardiaque de repos moyen. Par exemple, il peut obtenir 50 battements par minute le matin au réveil. Et puis, soit on a un cardiofréquence-mètre, et puis on va pouvoir calculer sa fréquence cardiaque maximale, soit, si ce n'est pas votre cas par exemple, eh bien, vous pourriez prendre une formule qui dit que la fréquence cardiaque maximale est égale à 220 moins l'âge. Donc, par exemple, si vous avez 20 ans, eh bien, votre fréquence cardiaque maximale sera de 200. Et si vous faites la différence entre les deux, vous obtenez ce qu'on appelle la fréquence cardiaque de réserve. Ce delta ici serait égal à 150 battements par minute. Maintenant, pour mon entraînement, je vais cibler des zones de fréquence cardiaque. Par exemple, si je cible la zone des 80%, ça veut dire qu'en fait, il va falloir que je cible un effort dans lequel je vais développer 170 battements par minute. Comment j'obtiens ce résultat? Tout simplement en affectant mes 80% à mes 150 battements par minute, auxquels je vais rajouter à la fin mes 50 battements par minute de ma fréquence cardiaque de repos.
Et donc une fois que je connais ma fréquence cardiaque de repos et ma fréquence cardiaque maximale, je peux construire des plans d'entraînement comme celui-ci, au niveau duquel je vais me faire un programme d'entraînement qui va me permettre d'atteindre un objectif donné au bout d'une certaine durée d'entraînement. Et on a chaque jour des séquences d'entraînement qui sont explicitées avec des cibles de fréquence cardiaque à atteindre, telles que je viens de vous l'expliquer précédemment. Alors par contre, il y a des limites concernant l'utilisation de la fréquence cardiaque. Ce n'est pas toujours un bon indicateur de suivi de la puissance. Regardez ici, en orangé on a la puissance, en rouge on a la fréquence cardiaque. Vous vous apercevez que ici, sur un exercice par intermittence avec des intensités élevées, la fréquence cardiaque ne suit plus bien la puissance. Donc c'est une première limite qui est le temps de réaction physiologique de l'organisme sur certains types d'efforts. Puis la deuxième limite, c'est qu'en fait, on a bien une linéarité entre la fréquence cardiaque et le métabolisme, mais seulement sur une certaine zone de fréquence cardiaque qui va à peu près de 120 à 180 battements par minute. On s'aperçoit que l'entraînement va faire quoi? Il va permettre, on l'a dit tout à l'heure, d'avoir une baisse de la fréquence cardiaque pour un même effort en fait. Et donc vous avez ici une personne qui a réalisé le même footing avant entraînement et puis après une période d'entraînement. On retrouve exactement la même chose. Ici on a la consommation en oxygène en abscisse, une courbe pleine avant entraînement, une courbe en pointillé après entraînement, et on s'aperçoit que, regardez, on va avoir après entraînement une baisse de la fréquence cardiaque au final pour un même effort. Deuxième grand paramètre qui va nous intéresser, c'est la pression sanguine artérielle, qui est égale à 1/3 de la pression systolique plus 2/3 de la pression diastolique. Je vous rappelle que les coefficients correspondent en fait au temps passé dans un cycle cardiaque en systole, donc 1/3 du temps dans un cycle c'est la systole et 2/3 du temps c'est la diastole. À quoi correspond la systole? Alors si je prends l'aorte ici, la pression systolique se situera ici au niveau de la courbe et la pression diastolique ici. Donc quand le médecin vous dit que vous avez 12,8 de pression, ça veut dire que vous avez 12 cm de mercure ici au maximum et 8 cm de mercure ici en diastole. Alors si on suit cette pression systolique au cours d'un effort, on s'aperçoit qu'elle a tendance à augmenter avec le niveau d'effort, ce qui n'est pas vraiment le cas au niveau de la pression diastolique. Lorsqu'on fait le calcul de pression sanguine artérielle, on observe aussi cette augmentation de la pression sanguine artérielle avec le niveau d'effort. Et puis on s'aperçoit aussi que l'entraînement va avoir tendance, pour un même niveau d'effort, à entraîner une baisse de la pression sanguine artérielle. Courbe rouge avant entraînement, courbe verte après entraînement. Les derniers paramètres qu'on va analyser, c'est la VO2 et VMA. Alors la VO2, en fait, c'est un débit. C'est un débit d'oxygène qui va être apporté à l'organisme pour un effort donné. Donc ici, vous avez par exemple la vitesse, et puis ici l'évolution de ce débit qui apparaît, avec différents seuils qui apparaissent ici, dont on ne reparlera pas dans ce cours. Par contre, on s'aperçoit que à certains niveaux de puissance, puisque là vous avez en abscisse la puissance et en ordonnée en rouge la VO2, à un certain niveau de puissance, on va atteindre un plateau qu'on appellera la VO2 max. Et on s'aperçoit aussi, avant entraînement donc en bleu, après entraînement en rouge, qu'on a une augmentation de la VO2 max avec l'entraînement. Ce qu'on retrouve ici, vous voyez, sur cette courbe, donc on a l'âge en abscisse, VO2 max en ordonnée. On voit que les sujets entraînés ont une VO2 max plus importante que les non entraînés. Et puis on s'aperçoit que à partir d'une vingtaine d'années, avec l'âge, on a la VO2 max qui a tendance à baisser. Dernier indicateur qui va nous intéresser, c'est la vitesse maximale aérobie, c'est-à-dire une vitesse au-delà de laquelle en fait on va être avec un métabolisme en anaérobie, avec un métabolisme où l'aérobie n'arrivera pas à compenser le besoin. Et donc ça va nous permettre en fait
si on connaît cette vitesse maximale aérobie, de savoir un peu quel est le métabolisme qui va être développé dans nos cellules à un effort donné. Donc nous, on va retenir un chiffre. Au-delà de 100% de la VMA, on va être sur des efforts anaérobies. Et puis, sous 70% de la VMA, on va être sur des efforts qui seront aérobies. Et entre les deux, on sera sur une zone mixte. Donc 70%, en dessous de 70% aérobie, au-delà, anaérobie stricte. Et donc grâce à cette connaissance de la VMA, on va pouvoir cibler des zones d'entraînement. Par exemple, ici, vous avez une zone 4, donc ça vient d'un site de natation, une zone 4 au niveau de laquelle on va avoir une zone d'entraînement qui est appelée ici zone mixte, avec une allure par rapport à la VMA qui sera de 92%, et avec une durée d'effort qui est explicitée ici de 12 à 20 minutes. On sait que la VMA va pouvoir évoluer avec l'entraînement. On retrouve ça ici. Ici, vous avez avant l'entraînement, après une période d'entraînement, eh bien, on s'aperçoit que pour quasi toutes les puissances, on a une augmentation de la VMA. Alors, je vais vous demander, vous, de réaliser un test de VMA. Ce test de VMA, vous allez le retrouver sur ce même support, mais en format PDF, qui se trouve sur Moodle. Et dedans, vous avez tout ce qu'il vous faut pour mettre en œuvre un test VMA. D'abord, je vais vous demander de faire une recherche sur Internet, d'aller regarder un petit peu quels sont les différents types ou les principaux types de tests VMA, d'en retirer les avantages et les limites. Vous en dresserez un tableau. Et puis de réaliser ensuite votre test pour connaître votre VMA. Et donc, ce test, vous avez un protocole qui se trouve juste après. Vous le suivrez. Vous n'oublierez pas de prendre votre fréquence cardiaque dès l'arrêt de l'effort et puis de prendre votre pouls au réveil pour avoir votre fréquence cardiaque de repos. Donc vous aurez trois choses à faire. Vous échauffer, faire votre test VMA et ensuite avoir une période de récupération. N'oubliez surtout pas, il y a un S à pouls, n'oubliez surtout pas que vous devez, à la fin de la période de 3 minutes ici, prendre votre pouls et à la fin de la période de 9 minutes, prendre votre pouls, de manière à pouvoir associer votre VMA à une fréquence cardiaque de VMA. Ça nous servira pour la suite. Pourquoi vous demandez de vous échauffer? Parce que ça va vous permettre de préparer votre organisme au niveau cardiovasculaire. Ça va vous permettre d'avoir votre température interne qui va augmenter, donc ça favorisera les réactions biochimiques de l'effort. Ça limitera vos blessures potentielles, les accidents potentiels. Et puis, ça permet aux cellules, en fait, de se préparer à un besoin en ATP important et donc préparer les bonnes filières énergétiques. Pour ce qui est de l'échauffement, je vous ai mis donc, un exemple d'échauffement. Vous pouvez bien sûr l'utiliser. Bilan. On a une adaptation à l'effort par l'entraînement qui va toucher un grand nombre de paramètres, puisque l'entraînement va me permettre d'améliorer mon volume d'éjection systolique, ma fréquence cardiaque, ma pression sanguine artérielle, ma VO2, ma VMA, mais aussi va entraîner une augmentation de la vascularisation des muscles sollicités. Et à l'intérieur des myocytes, donc les cellules musculaires, en fait, on va avoir une réserve en ATP qui va augmenter, une activité enzymatique qui va être plus importante et plus de mitochondries, donc ce qui permet d'avoir au final plus de capacité métabolique, aérobie.